Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce jeudi 25 juillet. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, reçoit les personnalités nationales du panel de la médiation et du dialogue. Madame Ben Abou Fatiha, membre de ce panel, est l'invitée de ce 19h. Le président tunisien Béji Caïd Sebsi n'est plus. Il est décédé ce matin. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, présente ses condoléances à la famille du défunt et au peuple tunisien. Le Conseil interministériel examine la prise en charge sanitaire des habitants du Sud et des Hauts-Plateaux. Dans ce journal, un reportage sur le fonctionnement de l'unité de santé de Bouch-Pajil-Mokhtar. Et nous vous emmenons à l'ouest du pays à la fin de ce journal découvrir la zone humide d'El Marta' dans la wilaya de Mostaganem. De belles images à découvrir. Bienvenue à tous, nous entamons ce journal par l'actualité politique. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu ce matin Karim Younous, accompagné de Madame Ben Abou Fatiha, messieurs Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahid Ben Jelloul et Ben Issa Azzeddine. Ces personnalités constituent les membres du panel de personnalités nationales amenés à mener le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de l'État lors de son discours du 3 juillet 2019 dans le cadre d'une offre politique globale à travers laquelle il s'est engagé notamment à mener à bien le processus devant conduire à l'élection présidentielle, laquelle est une priorité. Il a rappelé dans ce cadre les raisons constitutionnelles, politiques et stratégiques qui imposent l'organisation de l'élection présidentielle dans des délais rapprochés, en soulignant l'organisation d'élections, que l'organisation de l'élection justement est la seule solution véritablement démocratique au dépassement de la situation actuelle. Et c'est félicité que nombreux plutôt sont ceux qui souscrivent justement désormais à cette démarche de dialogue. Assurer à l'élection présidentielle la régularité, la transparence exigée non seulement pour le scrutin, mais pour que le scrutin justement ne soit pas entaché d'aucune contestation, mais également pour redonner tout son sens à la volonté populaire dans le choix des personnes devant diriger le pays. C'est pourquoi il a rappelé à l'organisation d'un dialogue inclusif entre toutes les parties pour construire une démarche concertée, fondée sur un consensus le plus large possible. A confié aussi la conduite du processus de dialogue à un panel de personnalités nationales crédibles, compétentes, sans attache partisane, sans ambition électorale. Il a tenu à préciser afin d'éviter toute fausse interprétation et de dissiper tout malentendu que l'État, dans toute sa composante, y compris militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la stricte neutralité tout au long du déroulement de ce processus. La constitution de ce panel de personnalités représentative et consensuelle justement, qui a nécessité du temps incompressible, s'est faite sur la base de propositions et recommandations formulées par les acteurs de la société civile et du mouvement associatif et au regard des critères définis pour le choix des personnalités. Pour rappel, le chef de l'État avait parlé de personnalités disposant d'autorité morale et de la crédibilité nécessaire des personnalités indépendantes et sans affiliation partisane et sans ambition électorale, des personnalités qui émergent du fait de leur autorité morale, de leur légitimité historique, politique ou socio-professionnelle, consultée parmi d'autres, parmi donc les acteurs de la société civile, les personnalités reçues par le chef de l'État, perçues comme disposant de la qualité de crédibilité et d'acceptabilité, les rendant légitimes à faire partie justement de ce panel, de s'imposer dans l'accomplissement de cette noble mission de facilitation de dialogue. Ces personnalités, en se faisant, souhaitaient pouvoir la mener en totale liberté et indépendance, ce qui en fait est en totale cohérence justement avec la volonté et la vision du chef de l'État en matière de conduite du dialogue. Par ailleurs, en réaction à une sollicitation des membres du panel sur les mesures d'accompagnement et d'apaisement qu'il a eu
à prendre, justement, le chef de l'État a fait état de sa disponibilité à œuvrer pour inviter tout d'abord la justice à examiner la possibilité d'élargissement justement des personnes dont l'interpellation s'est faite au lien avec le déroulement des marches populaires. Envisager l'allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation dès lors que cet allègement, justement, ne porte pas préjudice à l'impératif de préserver l'ordre public et la protection des personnes et biens lors des marches populaires. À faire prendre aussi les mesures de nature à faciliter l'accès aux médias publics, à toutes les opinions à travers l'organisation de débats contradictoires et ouvert à toutes les expressions politiques. Les membres du panel ont également évoqué d'autres préoccupations soulevées au niveau de la scène politique, lesquelles ont recueilli l'intérêt du chef de l'État qui s'est engagé à les prendre en charge conformément aux dispositions de la Constitution et aux lois de la République. Le panel ainsi constitué entamera immédiatement sa mission avec le soutien technique et logistique de l'État qui mettra à sa disposition tous les moyens qui lui sont nécessaires pour mener à bien le processus de dialogue, tout en remerciant bien sûr les personnalités qui ont accepté cette charge et cette mission. Le chef de l'État a tenu à rappeler que l'objectif central du dialogue est de contribuer à réunir les conditions nécessaires à l'organisation du prochain scrutin présidentiel dans une transparence totale et une régularité sans faille. Le dialogue portera sur les aspects liés à l'organisation de ce scrutin, sur les étapes préparatoires, les conditions qui lui sont nécessaires, le déroulement aussi du calendrier électoral et la date de l'élection présidentielle. Le dialogue doit être inclusif plutôt, qu'il réunisse aussi l'ensemble de la classe politique, les acteurs les plus représentatifs de la société civile, les personnalités nationales, ainsi que des représentants du mouvement populaire s'ils le souhaitent. Le panel aura toutes les libertés pour organiser le dialogue, son déroulement, sa durée et le contenu de son ordre du jour. Il pourra arrêter en concertation avec les participants au dialogue, les membres et les mesures plutôt, l'ordre du jour législatif, réglementaire et organisationnel nécessaire à l'élection présidentielle. Le panel aura toute la latitude pour l'élaboration des résultats et recommandations finales sur les questions ayant fait l'objet d'un consensus à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'objet ou l'objet plutôt d'un dialogue. Sur le dialogue, les constitutions de l'État s'engagent à les traduire en texte législatif et réglementaire. Enfin, le panel pourra proposer toute mesure qu'il considère de nature à favoriser l'apaisement et le rétablissement de la confiance. Le chef de l'État invite toutes les parties concernées à participer au dialogue, à taire les divergences, je dis, secondaires et à contribuer activement à dépasser la situation actuelle. Il considère que le temps est précieux et que de grands défis attendent notre pays, des dangers guettent aussi notre pays. Il considère qu'il est important aujourd'hui de réaffirmer la solidarité nationale et faire appel à l'intelligence collective des forces vives de la nation pour dépasser les problèmes actuels. Il faut le faire pour l'avenir et la pérennité de notre pays, ajoute le chef de l'État. Enfin, Abdelkader Ben Salah a exprimé ses remerciements au panel pour avoir accepté cette mission et a affirmé aussi son soutien et ses engagements à ses membres en leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur noble mission au service de la nation. Fin de ce communiqué du ministère de la Présidence de la République jeudi. Dans l'actualité aussi, toujours en rapport avec cette actualité, donc je vous propose d'écouter la déclaration du coordinateur du panel de la médiation et du dialogue. Au début, je tiens à souligner que nous avons été reçus ce jeudi 25 juillet 2019 en tant que commission par le chef de l'État au siège de la présidence. En tant que commission, nous insistons à ce que le dialogue auquel a appelé le chef de l'État
soit inscrit dans la case de la satisfaction des revendications légitimes du peuple qui est sorti dans des manifestations réclamant une Algérie démocratique, une Algérie nouvelle, tant espérée par les pères fondateurs de la Révolution. L'Algérie de la génération qui a vu le jour en février 2019. Notre participation à l'effort collectif pour sortir de la crise nous est dictée par notre devoir envers la patrie et le peuple. Nous sommes conscients de l'impasse politique que nous vivons actuellement et des multiples dangers. C'est pourquoi nous estimons que le dialogue national demeure l'unique voie en mesure de garantir une solution pacifique conforme aux attentes des Algériens et des Algériennes. Nous saluons toutes les initiatives de dialogue précédentes et nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des représentants du mouvement populaire ni ses porte-paroles. Nous ne faisons qu'accomplir une mission que nous avons choisie en toute souveraineté et liberté dans l'intérêt de notre chère patrie. Nous n'attendons rien en contrepartie sauf que notre pays retrouve son processus normal en toute sérénité. La Commission insiste sur la nécessité de voir l'État prendre des mesures d'apaisement susceptibles de créer un climat propice pour un dialogue sincère qui traduit les aspirations du peuple et qui débouchera sur l'organisation d'élections présidentielles transparentes, honnêtes et libres dans les plus brefs délais. Parmi ces mesures, nous demandons aussi la libération de tous les détenus du Hirak ainsi que la levée de toute forme de pression sur les médias. Nous appelons également à la mise en place des conditions et de facilitations à même de permettre aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels au rassemblement et aux manifestations pacifiques. La Commission a également abordé d'autres questions relatives aux revendications du peuple, notamment celles concernant le gouvernement. Et justement, pour connaître mieux l'agenda de ce panel de dialogue et de médiation, nous recevons Madame Benabou Fatiha. Vous êtes professeure de droit et vous avez participé ce matin à cette réunion. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez participé à cette réunion avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion, justement ? Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est pas la première réunion, c'est la deuxième réunion. On s'est constitué déjà mardi passé et aujourd'hui, on avait donc une première réunion. Ce qu'il ressort, c'est on s'est tous rencontrés. Il y avait des gens qui étaient absents. On s'est tous rencontrés et on a essayé c'est-à-dire de mettre en avant les mesures d'apaisement. Parce que ce qui nous tenait à cœur, c'est toutes ces mamans qui attendaient avec impatience la libération des enfants qui ont été donc emprisonnés dans le Hirak. Et un des objectifs essentiels avant d'aborder tout dialogue, c'est d'apaiser le climat. Il fallait absolument que le climat soit apaisé, que les gens qui sont détenus pour leurs opinions et pendant le Hirak soient si possible libérés. C'est ce qui a été positif vraiment et je suis très heureuse d'avoir aidé un peu toutes ces mamans, Inch'Allah, je les verrai farhanin bouladhom. Et le deuxième point, on a essayé d'aborder, c'est-à-dire d'apaiser le climat. Et par exemple, on a demandé à ce que les forces de police soient moins visibles, que les gens connaissent moins de pression. Donc voilà. On peut dire que c'est un pas en avant justement vers pour que ce processus de dialogue réussisse. Oui, c'est même un préalable pour qu'il y ait un dialogue. Vous avez le dialogue. Il faut qu'il soit démocratique. Pour qu'il soit démocratique, il ne faudrait pas qu'il y ait des détenus. Il ne faudrait pas qu'il y ait un climat où il y a des pressions policières et qu'il y ait absence de liberté d'expression, qu'il y ait... Ça, on a demandé, c'est essentiel. Comme ça, on pourra aller vers un dialogue plus serein. C'est très important si on veut que le dialogue soit construit, surtout qu'en Algérie, nous sommes un pays où nous n'avons pas la culture du dialogue. Nous n'avons pas la culture du dialogue. Chez nous, c'est comme ça. Pour chacun des deux parties dit, voilà, moi j'ai dit, et je voudrais que ma demande soit prise en considération.
Justement, ce panel est là justement pour instaurer cette culture de dialogue. Vous êtes professeur de droit, mais vous avez parlé avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la réussite de ce dialogue? Écoutez, si j'étais pas optimiste, je ne serais pas là. Moi, je ne suis dans aucun parti politique. J'ai toujours été tout le monde sait que je suis très indépendante. Mais quand j'ai vu que la crise politique était à nos portes, une crise politique, économique et sociale à nos portes, je me suis dit, bon, nos parents se sont sacrifiés pour l'Algérie, pour qu'elle soit indépendante. Nous, on peut bien sacrifier parfois notre crédibilité pour que l'Algérie ne tombe pas dans une crise grave. Très bien. En un mot, vous avez déjà commencé le travail, c'est bon? Oui, on a commencé depuis fort longtemps. D'ailleurs, on doit préparer pour dimanche le règlement intérieur, notre propre règlement intérieur et notre feuille de route. Très bien. Et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Madame Benabou Fatiha, je rappelle que vous êtes professeur de droit et vous êtes membre de ce panel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans l'actualité politique de ce jeudi aussi, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a adressé un message de condoléances suite au décès du président tunisien Béji Caïd Sebsi, dans lequel il a salué le parcours du défunt, son militantisme dans les mouvements tunisiens et maghrébins de libération et ses efforts dans l'édification de son pays après l'indépendance. Dans ce message de condoléances adressé au président de la République tunisienne par intérim Mohamed Nasser, au Premier ministre tunisien également et à la famille du défunt Caïd Sebsi, Abdelkader Ben Salah a affirmé que la disparition du défunt est une épreuve pour la Tunisie, pour l'Algérie, pour le Maghreb arabe et pour la nation arabe tout entière. Et suite à ce décès, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a décrété 3 jours de deuil national jusqu'au 27 juillet prochain. Le drapeau national sera mis en berne dans toutes les institutions officielles et gouvernementales. L'information donc est tombée ce matin. Le président tunisien Béji Caïd Sebsi n'est plus, âgé de 92 ans. Il est décédé quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs selon l'agence de presse tunisienne. Le président du Parlement tunisien, Mohamed Nasser, a prêté serment cet après-midi au Parlement. Il va assurer l'intérim durant 45 à 90 jours. On vous propose dans ce 19h un portrait du premier président démocratiquement élu en 2014, Adel Bouhames. Un long parcours de lutte et de réalisation. C'est ainsi qu'on peut résumer la vie du président de la République tunisienne, Béji Caïd Sebsi. Le président, le diplomate, l'avocat et le politicien a vu le jour le 26 novembre 1926 à Sidi Bou Saïd, la banlieue nord de la capitale tunisienne, Tunis. Avocat de formation, Caïd Sebsi avait fait ses études juridiques à la faculté de droit de Paris jusqu'en 1950 avant de s'inscrire au barreau de Tunis 2 années plus tard. Il a occupé plusieurs postes de haute responsabilité de 1963 jusqu'en 1991. Dès son jeune âge, il a activé au sein du nouveau parti constitutionnel. Après l'indépendance, il a occupé les postes de conseiller de l'ancien président Habib Bourguiba, directeur de l'administration régionale au ministère de l'Intérieur ou encore directeur général de la Sûreté nationale en 1963, avant de devenir 2 années plus tard ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Défense de 1969 à 1970. Caïd Sebsi a aussi occupé plusieurs postes diplomatiques comme ambassadeur à Paris, puis à Bonn en 1987. Caïd Sebsi a réintégré le gouvernement tunisien vers la fin de 1980 en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre avant d'être appelé à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Élu membre du Parlement tunisien en 1989, il devient président de cette même instance quelques temps après, avant de reprendre son activité comme avocat. En février 2011, il a été rappelé aux affaires comme chef du gouvernement de transition qui a vu le jour après les événements de janvier 2011. Il a fondé en juin 2012 son propre parti, le mouvement de Nida Tounes, celui-là même qui remporta 86 sièges à l'Assemblée des représentants du peuple aux élections législatives du 26 octobre 2014. Le 22 décembre de la même année, Béji Caïd Sebsi a été officiellement proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Béji Caïd Sebsi a milité pour le maintien des relations historiques entre l'Algérie et la Tunisie à leur plus haut niveau dans le cadre de la préservation de l'histoire et du destin commun des 2 pays frères et voisins, de façon à répondre aux aspirations des 2 peuples.
Conformément au décret présidentiel du 24 juillet 2019, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et d'installation du général Abdrahman Arar dans les fonctions de commandant de la gendarmerie nationale en succession du général Ghali Belqsir. Le général de corps d'armée a entamé la cérémonie en passant en revue les carrés de formation de la gendarmerie nationale alignés au niveau de la place d'armes pour procéder ensuite à l'installation officielle du nouveau commandant de la gendarmerie nationale. Conformément au décret présidentiel du 24 juillet 2019, j'installe officiellement le général Abdrahman Arar dans les fonctions de commandant de la gendarmerie nationale en succession au général Ghali Belqsir. Le général de corps d'armée a remis par la suite l'emblème national au nouveau commandant de la gendarmerie nationale. Après avoir présidé la cérémonie de passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la gendarmerie nationale où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance que confère le haut commandement de l'armée nationale populaire au corps de la gendarmerie nationale étant l'une des composantes intrinsèques de l'armée nationale populaire et ce conformément aux missions vitales assignées à ce corps important qui constitue un trait d'union et un outil de contact avec le peuple. Le haut commandement de l'armée nationale populaire accorde une importance particulière au corps de la gendarmerie nationale. Une importance dont les points essentiels s'articulent sur la mise à disposition de tous les facteurs lui permettant de réaliser un développement permanent et une parfaite harmonie avec la sensibilité et la spécificité de ses missions. Ce qui concorde avec notre forte volonté à faire de ce corps important l'un des principaux piliers de la sécurité et de la stabilité dans notre pays. Et ce conformément avec la vision perspicace du haut commandement qui veille à ce que le corps de la gendarmerie nationale soit un trait d'union avec le peuple, notamment dans les zones rurales et suburbaines, où les éléments de la gendarmerie nationale sont en contact direct et quotidien avec leurs concitoyens, car ils sont en même temps des éléments de sécurité incontournables et des outils efficaces d'extrême nécessité au service de la patrie, dans le respect des lois de la République, notamment à l'ombre de la situation sensible que traverse notre pays. À ce titre et dans le contexte de cette étape sensible et partant de la lourde responsabilité qu'assume l'armée nationale populaire devant Allah, l'histoire et le peuple, et au vu de l'importance accrue des missions vitales assignées à la gendarmerie nationale, j'appelle l'ensemble encore une fois à se conformer au strict respect de la responsabilité dans l'accomplissement des missions assignées et à préserver votre réputation et l'image honorable de votre armée et de votre patrie. Je vous exhorte à faire preuve d'une discipline et d'une conduite exemplaire et à fournir davantage d'efforts dévoués, persévérants, professionnels, de sacrifices et d'abnégation, et ce pour honorer votre métier et servir votre pays. Soyez à la hauteur de cette confiance et de cette lourde responsabilité dont vous serez comptable et soyez tous dévoués à votre armée et à votre patrie et au serment que vous avez prêté devant Allah en premier et dernier lieu, puis devant votre patrie et votre peuple. Par la suite, la parole a été donnée aux cadres et personnels de la gendarmerie nationale qui ont réaffirmé leur immuable engagement pour accomplir leur mission au service de leur patrie et leurs concitoyens. Le secteur de la santé dans le sud du pays, un dossier qui a été au cœur des discussions lors de la réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui. 4 exposés ont été présentés autour du renforcement de la prise en charge médicale des citoyens du sud et des hauts plateaux. Il a été notamment décidé de lever le gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la santé, ainsi que l'adoption de mesures incitatives au profit de tous les médecins spécialistes pour exercer dans le sud justement. Le point avec Karim Haïfa. Tout d'abord, un exposé sur le renforcement de la prise en charge sanitaire des citoyens du sud et des hauts plateaux a été présenté par le ministre de la Santé avec une série de propositions opérationnelles pour combler les lacunes enregistrées.
À ce sujet, le gouvernement a adopté des mesures en faveur de l'amélioration de la prise en charge des citoyens du sud du pays, notamment celles concernant le renforcement des structures de santé, avec entre autres la levée du gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la santé au niveau des wilayas du sud et des hauts plateaux. La réalisation d'établissements de santé de proximité et ceux spécialisés d'une capacité de 60 lits, l'accélération de la création d'annexes pour la pharmacie centrale des hôpitaux dans les zones enclavées à l'extrême sud, la mise en place d'un observatoire régional de santé dans la wilaya de Tamnarasset spécialisé dans la médecine tropicale et la création d'un institut de formation en paramédical et des annexes y relevant pour couvrir les besoins des wilayas du sud. En matière d'amélioration de la prise en charge des médecins exerçant au sud, l'adoption d'un nouveau régime incitatif au profit de tous les médecins spécialistes exerçant au niveau des wilayas du sud, notamment à travers une nette revalorisation de l'actuel régime indemnitaire. La revalorisation de la prime du service civil au profit des médecins résidents exerçant dans les wilayas du sud et des hauts plateaux, ainsi que la mise en place d'un régime incitatif, notamment l'obtention de l'immobilier, l'exonération des taxes et des impôts au profit des médecins privés, des pharmaciens et d'autres professions de la santé désirant exercer leurs activités au sud. Par ailleurs, et en matière d'amélioration des services sanitaires au sud, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement, notamment la prise en charge par la Caisse nationale des assurances sociales du remboursement des frais inhérents aux interventions chirurgicales, ainsi que les consultations médicales et les analyses effectuées par des cliniques privées implantées au sud. L'acquisition d'équipements d'exploration et de traitement au profit des centres d'oncologie à Tamnarasset et Ouergla et la poursuite des opérations de conclusion de partenariat entre les établissements de santé publics, civils et militaires au profit de la population des zones isolées, notamment à travers la création d'hôpitaux mixtes et le développement de la télémédecine. Dans l'objectif de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble des décisions, il a été procédé à l'installation d'une commission interministérielle présidée par le ministre de la Santé et composée des secteurs de l'intérieur, des finances, du travail, de la solidarité et de l'enseignement supérieur, laquelle est chargée de la concrétisation effective de toutes ces décisions en impliquant l'ensemble des syndicats du secteur, outre la mise en place d'un mécanisme chargé du suivi sur le terrain et la présentation de rapports périodiques y afférents au gouvernement. Le ministre des Finances a été chargé par ailleurs de la mobilisation des ressources financières nécessaires à même de concrétiser ces décisions conformément à un programme d'application s'étendant sur 3 années. Et justement, suite à toutes ces décisions, je vous propose d'écouter les réactions de certains habitants du Grand Sud du pays. احنا نثمنوا الإجراءات المتخذة في إطار رفع التجميد عن المشاريع في قطاع الصحة وكذلك فيما يخص الأطباء الأخصائيين اللي ناقصين بزاف هنا في الجنوب. مرتاحين لقرارات الحكومة عامة، لا سيما القرارات تشترك فيها مواطنين، خاصة قطاع التربية وقطاع الصحة، لأنه المجمعات السكنية بلا هذه القطاعات تبرو في المواطنين تبرو في فراغ بدون تكفل ومرافقة. والله الصحراء كما تعرفوا راها يعني في أمس الحاجة للمختصين، يعني من زمان الناس تشتكي العمليات الجراحية دائما يروحوا للشمال، فنتمنى ان شاء الله تكون هذه فعل خير على المنطقة، وان شاء الله يعني نتفائلوا خير. واليوم ما شاء الله يعني والحمد لله انه اغلب المرافق الكبرى بالخصوص يعني المستشفيات 120 سرير بمدينة إليزي و120 سرير بمدينة جانت و60 سرير بمدينة الدبداب. هذا راه شرف عظيم أنه يعني رفعوا عليهم التجميد، وفي امتيازات عظيمة كذلك للأطباء. وكاد تدعيم الأدوية لفتح صيدليات تابعة للصيدلية المركزية للجزائر، وفتح معاهد للشبه الطبي. هذه الأمور احنا نتمنوهم بشدة التتمين، لأن المناطق الجنوبية تشدها من الجنوب الغربي للجنوب الشرقي، احنا واش كان ناقصنا الهياكل القاعدية نتاع الصحة. فيما يخص رفع التجميد على فيما يخص قطاع الصحة في الجنوب والهضاب العليا، احنا في الهضاب العليا كنا نعانوا في نقص الاطباء الاخصائيين، خاصه في منطقه النعامه منا وضواحي النعامه. احنا في الطب ناقصين شويه، مرتبطين بتلمسان بزاف،
وعندنا المستشفى هنا النعامه باراميديكا راه موقف، راه فيه واحد 3 سنوات ل 4 سنوات، راه واجدوا كل شيء وكانوا موقفينه في الفتره الاخيره. نتمنوا باش يفتحوه لنا. من بين القرارات اللي دارتهم الحكومه اننا يعني نداووا في عند البريفي والكناس تعوضنا، قرارات مهمه الحمد لله، ايه مليحه. وزادوا سهلوا لنا الاطباء ان شاء الله باش يجونا للصحراء، وكما قال له هو على حساب قدر المستطاع تاع المواطن وديك، ورخصوا لنا كل الامور وربي يبارك فيهم. كاين كما التعويض عن العمليات الجراحيه في الخواص، قرار لاباس به، خاطرش الخواص ما يمشي له الا اللي يكون يعني عنده شويه المدخول الشهري نتاعو لاباس به، خاصة من ناحية التنقلات ومن ناحية نقص المرافق أو نقص الأطباء ونقص التخصصات. يعني نشكر كثير الحكومة على هذه المبادرة، ونتمنى أن تكون تجسيد نتاع فرض الواقع في أسرع وقت إن شاء الله. On revient dans ce journal sur la réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Le gouvernement s'est également penché sur les projets de la mise en œuvre du référentiel national d'apprentissage. Un exposé a été présenté par le ministre de l'Intérieur. Le point avec Karim Haïfa. Le référentiel en question est un système informatique unifié et global devant permettre aux autorités locales de définir avec précision les données géographiques des activités et des biens, et ce, à la lumière de leur importance dans la gestion des services publics de proximité et l'accélération de la concrétisation du projet relatif aux villes intelligentes en Algérie, où l'opération a permis la dénomination de près de 205 000 rues et bâtisses publiques et la numérotation de plus de 3,3 millions de bâtisses jusqu'à ce jour. Le Premier ministre a valorisé dans ce sens les avancées réalisées en matière de dotation de notre pays en système unifié d'adressage conformément aux normes internationales. Bedoui qui a appelé à ce sujet à l'accélération de la présentation du décret exécutif encadrant cette opération au gouvernement, exhortant tous les secteurs à apporter leur contribution pour mener à bien cette opération et d'exploiter les jeunes compétences et les start-up pour participer à la mise en œuvre de ce projet national important. Par ailleurs, un exposé sur les spécialités d'excellence a été présenté par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, dans lequel il a été proposé la mise en place de nouvelles branches de spécialités d'excellence en partenariat avec les entreprises économiques nationales et étrangères actives en Algérie, en vue d'assurer une formation de qualité au profit des jeunes selon les normes internationales en matière de numérique, de prestations, d'agriculture, d'industrie agroalimentaire, d'énergie, de véhicules, notamment que les centres d'excellence déjà existants ont démontré leur efficacité. Dans ce sens, le Premier ministre a souligné l'impératif d'adapter notre système de formation aux normes internationales. Pour ce faire, il faudra relancer, selon Bedoui, le baccalauréat professionnel, à l'instar des autres pays du monde, avec la création d'une commission intersectorielle composée des secteurs de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui se chargera de réfléchir sur les mécanismes devant concrétiser graduellement cette proposition, ainsi que la programmation d'une réunion de gouvernement consacrée exclusivement à l'examen des propositions de cette commission au sujet de la création du baccalauréat professionnel et aux propositions de tous les secteurs à propos de la stratégie nationale de la formation et de l'enseignement professionnel. Enfin, le gouvernement a approuvé un projet de marché de gré à gré simple présenté par le ministre de l'Agriculture relatif à l'acquisition d'équipements et d'applications informatiques et à la mise en place d'un réseau national au profit des services vétérinaires et du contrôle vétérinaire avec une entreprise publique. Dans l'activité ministérielle, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a reçu ce matin le secrétaire d'État aux mines et aux hydrocarbures de la République de la Guinée équatoriale, Santiago Mba Eneme Nsuga. Ce dernier lui a remis une invitation pour participer au 5e sommet jeudi des pays et des États et du gouvernement membres et des pays donc membres exportateurs du gaz prévu à Malabo le 29 novembre prochain. Également, il a été reçu le secrétaire d'État aux mines et aux hydrocarbures de la Guinée équatoriale par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Mohamed Arkab, donc, qui a reçu le ministre secrétaire d'État de la Guinée équatoriale. Dans l'actualité également de ce jeudi,
248 camions multifonctions ont été livrés ce matin à Rouiba. Ces camions fabriqués en Algérie sont destinés au transport des troupes, transport routier, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale et d'entreprises économiques, civiles et publiques et privées, justement. Le commentaire est signé Jazia Bayou. Cette nouvelle livraison démontre la capacité des entreprises de production mécanique relevant de l'armée nationale populaire à satisfaire dans les délais les besoins exprimés par ses clients, à la lumière de la stratégie adoptée par le ministère de la Défense nationale avec les différentes structures et entreprises concernées, visant à relancer et redynamiser l'industrie nationale avec des produits de haute qualité et aux normes internationales. Nous travaillons avec 3 ou 4 opérateurs algériens afin d'intégrer ces multiples infrastructures. Et d'ici 1 à 2 ans, nous atteindrons un taux d'intégration de 80%. Cette année, nous tablons sur une production de plus de 4000 camions. Encore une fois, l'industrie militaire, notamment l'industrie mécanique, s'engage à satisfaire les besoins des structures de l'armée nationale populaire et des différentes entreprises nationales, publiques et privées. C'est une confiance que nous devons préserver et renforcer en unissant nos forces et en multipliant nos efforts afin de satisfaire toutes les demandes du marché privé. Nous aspirons également à ouvrir d'autres filières locales renforcées par un réseau de distributeurs agréés. Et en marge de la cérémonie de livraison des engins, de nouveaux camions de différents modèles ont été exposés. Une visite sur le terrain a été effectuée au cœur de la société SPA Rouiba, Société nationale de production de camions multifonctions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'AMP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a arrêté hier à Oran 2 narcotrafiquants en leur possession 1782 comprimés psychotropes, comme on peut le voir sur ces images, tandis que des gardes-côtes ont saisi 29 585 kg traités à Al-Razawet. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Bouj-Bajil-Mortar 9000 litres de carburant, alors que des gardes-côtes ont mis à échec Al-Qala une tentative d'immigration clandestine de 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ngesem. Fin de ce communiqué. La Sûreté nationale célèbre son 57e anniversaire de la fondation de la police algérienne. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées et de nombreux employés du corps de la police nationale ont été donc honorés du centre du pays. On termine ce journal avec une information sportive, une bonne information. L'Algérie championne d'Afrique 2019 s'est hissée à la 40e position. Elle gagne ainsi 28 places lors de l'édition de juillet du classement mondial de la Fédération internationale de football publié. L'information a été publiée donc aujourd'hui. Les champions d'Afrique algériens sont logiquement donc les plus grands bénéficiaires de ce classement de la FIFA pour la zone Afrique. En juin, les Verts pointés, pour rappel, à la 68e place. C'est avec cette information que nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses internet pour le replay de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Belle soirée à tous.